Madame, Monsieur, bonsoir. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver pour une énième fois, une énième émission Lengo RDC. Lengo, qui vous le savez, signifie objectif à atteindre pour la République démocratique du Congo. Et nous pensons que le lieu par excellence où il faille imprimer des empreintes figure être l'université en République démocratique du Congo. Et pour en parler, j'ai un privilège inouï d'avoir sur ce plateau deux éminentes personnalités. Il s'agit d'abord du professeur Seguiobe. Professeur, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Content de vous savoir en vie. Moi également, je crois qu'on résiste encore et on essaie de prendre toutes les précautions pour que le Covid n'arrive pas à faire des dégâts. Très bien. Alors, pour la toute première fois, je reçois dans cette émission Monsieur Kitenge Al. Les gens aiment bien vous appeler Al Kitenge. Merci. Je vous le présente, il a tellement de casquettes, maître des conférences, un scientifique rompu, économiste, il a tellement de casquettes, même maître en arts martiaux. Exact. En arts martiaux, si on peut le dire ainsi. Mais bon, je suis très content de vous avoir sur ce plateau. Et avec vous, vous deux, nous allons parler particulièrement de l'université de Goma. Goma qui s'avère être les lieux par excellence où on parle de la République démocratique du Congo. Curieusement, il y a un paradoxe, aussi bien dans le bien, au regard des infrastructures, constructions, ainsi de suite, tourisme, mais malheureusement aussi dans le mal aussi, au regard des affres que nous vivons dans la province du Nord Kivu et de l'insécurité qui sévit à Goma. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur un grand projet sur lequel vous deux avez travaillé, vous en tant que recteur de l'université de Goma, et Al Kitenge est venu avec des innovations, avec des idées que nous allons essayer de comprendre dans cette émission pour les immortaliser et faire en sorte que l'avenir puisse peut-être les copier. Mais en premier lieu, je voudrais savoir, professeur, qu'est-ce qui vous a motivé lorsque vous avez pris cette université en main au regard du livre que nous avons? On a parlé lors de la première émission des motivations pour prendre l'université, ce qui n'a pas été facile du reste. Mais qu'est-ce qui vous a motivé de créer ce pont avec M. Kitenge Al? Comment est arrivé ce rêve, cette pensée-là? Bien, je crois que c'est une heureuse coïncidence. Certains diront même que c'est une providence. Je ne connaissais pas Al, c'est une dame qui me l'a présenté, qui m'a amené chez lui. Et tout de suite, j'ai eu le déclic, j'ai dit, voici l'homme qu'il me faut. Parce que tout en étant recteur ou même autorité académique, j'avais besoin de conseillers. Et des conseillers dans plusieurs secteurs, mais beaucoup plus surtout dans les secteurs où on peut amener l'université un peu plus loin. On a échangé pendant 1 heure. J'avais compris que ça ne suffisait pas. Je devais le revoir. Je suis rentré à Goma avec ses coordonnées. Et heureusement aussi, c'est un homme très ouvert. Alors que je lui avais dit j'allais l'appeler, c'est plutôt lui qui m'a appelé. Et j'ai compris qu'en réalité, au fait, dans ces pays, on a aussi des personnes capables de pouvoir aider ce pays à aller de l'avant. Alors, je l'ai connu et on a échangé, il est venu à Goma. Et je voudrais bien dire que Kitenge est très volontariste. Il n'attend pas que vous lui envoyiez les tickets ou quoi que ce soit. Je suis désolé de le dire, mais Kitenge, c'est vraiment un homme, peut-être que je suis gêné de le dire devant lui, mais c'est un homme qui aime bien les choses, que les choses aillent de l'avant, qui aime bien le pays tout simplement. Okay. Alors, il est arrivé, il a vu comment on fonctionnait, il m'a posé quelques questions. Il est revenu sur un aspect. Est-ce que vous avez un plan stratégique? Effectivement, on avait, mais un qui n'était pas un. Et à partir de là, on a commencé à réfléchir jusqu'au moment où on a eu le projet pour la construction de l'université avec beaucoup d'autres programmes beaucoup plus ambitieux que ceux que nous avions. Alors, Al Kitenge, qui, du reste, visite les infrastructures occidentales, vous savez ce que c'est une université, vous avez du moins l'idée de ce que c'est une université.
vous entendez parler de l'Université de Goma, vous connaissez amoureux de l'information, vous savez à quoi ça ressemble. Alors, qu'est-ce qui vous motive aussi pour que vous puissiez vous rendre à l'aéroport de Ndjili et de mordre à l'hameçon et d'aller à Goma? C'était avec quelle idée, avec quelle pensée? Je pense que la première personne qui m'a vraiment séduit, c'est le professeur Seguiobe lui-même. J'ai trouvé un jeune homme brillant, très ouvert, curieux et qui était un petit peu découragé. Il avait l'impression qu'il était obligé de faire avec ce qu'il avait sous la main. Et je lui ai dit non, on peut créer une réalité supplémentaire. Et il m'a dit, vous ne savez pas de quoi vous parlez. J'ai dit, je viendrai voir, il n'y a aucun souci. Et quand je suis arrivé sur place, j'ai compris ce qu'il disait. Les infrastructures de l'université, en fait, c'est une école secondaire qui a été mise à disposition de l'université avec quelques locaux. Et c'est avec ça qu'il se débrouillait pour dispenser la science. Première chose. Deuxième chose, les moyens financiers avec lesquels l'université travaillait étaient extrêmement limités. Et donc, je lui dis, si vous continuez comme ça, vous allez former des criminels, vous allez former des bandits, vous allez former des incapables. Pourtant, c'est notre responsabilité en tant que cadre de ce pays de pouvoir créer un avenir. Alors, je lui fais des propositions en disant, essayons de travailler sur une vocation de cette université. La première des choses, c'est qu'il fallait décloisonner la pensée. Et donc, lui, tout ce qu'il a fait, c'est d'organiser tout de suite une conférence avec les enseignants. On a eu des discussions, on a échangé et on a organisé une deuxième conférence avec les étudiants. Et quand on a commencé à discuter avec les étudiants, ils disent ça, ce sont des rêves, ils ne se réaliseront jamais. J'ai dit, c'est l'avantage que j'ai en tant que stratège justement de pouvoir vous faire rêver au-delà de ce qui est visible aujourd'hui. Et donc nous étions, lui et moi, malheureusement condamnés de créer quelque chose que les enfants méritaient mais qui n'existait pas encore. Le créer, le conceptualiser et le lancer dans la réalité. Et là, j'ai tout le mérite de féliciter Jean-Paul parce que quand on est PhD en droit et qu'on a l'humilité d'écouter des choses qu'on ne connaît peut-être pas parce qu'on se dit cette personne doit dans son secteur être spécialiste, c'est une véritable fierté. Moi, je fréquente énormément de professeurs ici. Il y en a qui refusent même d'admettre qu'il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'était donc une véritable fierté pour moi de trouver quelqu'un de très ouvert, capable d'échanger. Et j'ai appris énormément de choses à ses côtés, autant j'espère qu'il a appris un peu de mon côté. Alors, quel est le constat? C'est vrai, vous l'avez dit un peu de manière plus ou moins ramassée. Mais lorsque vous arrivez à Goma, vous vous rendez compte de la réalité, vous êtes un stratège, vous vous dites, bon, quel est le palier ou quel chemin je devrais prendre au regard de moyens qui sont limités, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous vous êtes dit qu'il fallait faire avec le moyen du bord, comme on le dit? J'ai refusé de travailler avec les moyens de bord. Je me suis dit que nous allons créer les moyens pour une université moderne qui répond à une vocation. Et lui et moi, après avoir travaillé longtemps, on a décidé que cette université devait être le creuset de la nouvelle République. Okay. Ça devait être une université tellement attractive que tous les enfants du pays devaient, avec un certain nombre de quotas, venir dans cette université. Okay. Mais nous avions un deuxième palier. Nous revions d'une université où des jeunes Rwandais viendraient, des jeunes Burundais viendraient, des jeunes Ougandais viendraient. Et la seule raison pour laquelle on voulait ça, parce qu'on pensait que l'université de Goma devrait être le creuset de la paix et du développement. Et donc, nous avons commencé, lui et moi, à concevoir cette université qui sera le creuset de l'intellectuel congolais des 26 provinces, mais qui va venir se mélanger aux jeunes de ces 3 pays frontaliers avec lesquels nous travaillons. Voilà ce qui a été la première base de notre travail. Et on s'est dit, si jamais les jeunes apprennent à se connaître ici, ils vont apprendre à vivre dans l'avenir correctement ensemble. Et donc, nous avons refusé de travailler avec les moyens classiques parce que ça aurait été la première limite qui nous aurait empêché de même commencer à réfléchir. Et donc, on a décidé d'être innovants. Parmi les choses qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a décidé de créer une université qui produit de l'argent. On a décidé de dire, on a une faculté d'agronomie, est-ce que nous pouvons prendre des dizaines de milliers d'hectares pour être à mesure de travailler ? On a une faculté de médecine. Est-ce que nous pouvons nous doter d'un centre de santé qui pourrait faire rentrer un peu d'argent à l'université? Est-ce que nous pouvons mettre en place un incubateur au sein de l'université? Est-ce qu'on peut mettre en place un accélérateur au sein de l'université? Est-ce que nous pouvons mettre en place des mécanismes de financement des projets au sein de l'université? Ça décloisonnait déjà l'université de ses habitudes, mais également, ça attirait les gens sur l'université. Alors,
L'une des choses qu'on a réussi à bien faire, c'est de regarder le gouverneur. On a dit, on ne peut pas faire naître une université moderne dans cet environnement et laisser la province dans un état précaire. On a donc conçu à la fois le plan stratégique du développement de l'université, mais également le plan stratégique du développement de la province, que nous avons donc suggéré de proposer au gouverneur. Ce qui était très, très différent, très osé, parce que nous disions l'intelligence d'une université doit être au service du développement communautaire. Et donc le premier bénéficiaire dont nous pensions qu'il avait besoin de cette réflexion stratégique, c'était la province elle-même. Et le gouverneur, qui est actuellement ministre de l'Industrie, s'est montré très ouvert son oreille pour essayer de nous écouter. Et le recteur lui-même vous dira plus ou moins pour quelles raisons on a avancé vite et pour quelles raisons sur certains dossiers on n'a pas avancé suffisamment vite. Ok, merci beaucoup M. Kitenge. Alors, professeur, est-ce que le premier frein pour ne pas aller effectivement dans l'opérationnalisation de ce que vous aviez comme stratégie aura été le manque d'infrastructures? Justement, non, parce qu'on vient de dire qu'il ne fallait pas que cela nous bloque. Même si au départ, moi-même, il vient de le dire, et je pensais que c'était ça le frein. Lui a dit non, nous avons une matière grise. Le fait déjà de construire cette université virtuelle à l'esprit et de concevoir un plan stratégique de développement était déjà grand-chose. Je dois dire que ce plan stratégique ne s'est pas fait en un jour. Il y a eu des ingénieurs. Il a envoyé ses collaborateurs qui sont venus à Goma. Ça a commencé d'abord par la conscientisation, un tout petit peu la sensibilisation du personnel et des étudiants. Il y a eu les ERP, je me rappelle, pour la numérisation. Aujourd'hui, on parle de la numérisation. On était vraiment en avance. On a commencé la numérisation du personnel, des dossiers des étudiants. Alors, il y a eu des ingénieurs qui sont venus. Je crois qu'il y avait un certain De Gaulle, si je me rappelle bien. Il est venu, il a fait des études topographiques. On est descendu, il est rentré à 2 reprises. Bref, on a eu des études. Et ce sont ces études qui existent aujourd'hui à l'université de Goma. Okay. Donc, quelle que soit la personne qui viendra après moi, même après celui qui viendra après moi, trouvera déjà qu'on était avancé. Ces études existent. J'ai eu à un moment donné à les soumettre à certaines instances qui les ont énormément appréciées. Alors, les infrastructures, ce n'était pas le frein. Je pense qu'on a suffisamment avancé. C'est peut-être un tout petit peu cet accompagnement qui a manqué. Cet accompagnement qui est venu ou qui a manqué dans un contexte politique un peu agité. Je dois avouer, Al, qu'on allait vers ce qu'on a appelé à l'époque le glissement. Et lorsque, au niveau politique, les choses bouillonnent, par moments, bon, ça nous empêche, pas de réfléchir, mais ça nous empêche d'appliquer ou d'implémenter ce qu'on a conçu. Mais je pense que jusque-là, il faut dire que ce rêve et cette réalité d'ailleurs virtuelle, mais que nous avons au niveau des études, existent. L'université de Goma est déjà pour moi, et sur les rails. Il faut tout simplement essayer encore de pousser et de pousser. Et les gens comme Al, et si on doit avoir un gouverneur qui comprend et qui essaie de pousser, et même les autorités, je crois que ça pourra aller. Vous allez lire le livre, il y a surtout le plan stratégique, il y a beaucoup de choses. Et je dois avouer, comme il l'a dit, le gouverneur Julien nous a tout de suite reçus et accompagnés. Et on a eu à organiser une journée de récolte de fonds qui était une première dans cette ville. Je dirais même dans la province. Ça a mobilisé tout le monde, les personnes, les hommes politiques, les commerçants, les scientifiques, les militaires. Tout le monde était impliqué. Et là, ça a été d'abord la première réussite. Faire voir qu'on peut rêver. Et je crois que même rien qu'au niveau du protocole, le gouverneur n'en revenait pas. Il dit, mais prof, comment vous pouvez organiser des choses comme ça? J'ai dit, j'ai eu un conseiller. Et ce conseiller m'a apporté ces innovations. Et pour moi, j'ai dit que c'était quelque chose qui est resté dans la mémoire et dans les archives de l'université de Goma. Alors, bon, le reste, c'est qu'il faut réveiller ce dossier qui est là. Il a évoqué le fait qu'on a eu, c'était Goma Smart City. Goma Smart City. Il y a beaucoup de projets qui sont là. C'est peut-être l'occasion pour nous de dire on ne doit pas s'asseoir dessus. Il faut absolument, même si je ne suis plus recteur, vous voyez qu'on est toujours intéressé par ces projets de l'université de Goma. Goma et l'université de Goma est dans nos cœurs.
on voudrait y travailler. On voudrait travailler pour que ce qu'on a déjà réalisé comme début des réflexions aille un peu plus loin que ce que nous avons aujourd'hui. Justement, vous le dites, je suis sur la page 430 où vous dites Al-Kitenge, dont le bureau de Al-Kitenge situé à Kinshasa n'avait pas démérité pour autant. C'est d'ailleurs avec lui que nous cherchions de fonds. Une autre cérémonie récoltée de fonds a été organisée à Kinshasa avec les élus, ainsi de suite, vous racontez tout ça. Mais, M. Kitenge, lorsque vous vous êtes dit qu'il fallait récolter les fonds, les ressources recueillies vous ont-elles poussé à voir naître un certain pessimisme où vous vous êtes dit non, je vais encore continuer, c'est pas fini? Non, la première des choses, c'est que le gouverneur s'est engagé à mettre dans le budget $600 000 par année en faveur de l'université. Très bien. Et quelqu'un expérimenté dans le génie financier comme moi, si vous me mettez $600 000 par année, moi je lève $6 millions tout de suite pour faire ce qu'il y a à faire. Le fait est que, pour certaines raisons, il n'a pas été en mesure de commencer à libérer cet argent. Mais à côté de ça, on avait des gens qui vous disaient, moi je vous donne 1000 sacs de ciment. Le jour où vous commencez le chantier, moi je donne 1000 sacs de ciment. Et il y avait plusieurs promesses comme ça. Je ne peux pas les évaluer toutes du point de vue financier, mais nous avions de quoi commencer. Et d'ailleurs, quelques temps plus tard, le recteur a finalisé un certain nombre de bâtiments qui étaient déjà sur le site. Mais je voudrais vous parler de tout à fait autre chose. Le recteur parle de Goma Smart City. Nous étions très embêtés d'avoir Kigali en train de se développer en face et Goma de ce côté-ci qui ne répond pas du tout aux objectifs et l'admiration des habitants de Goma et sur le Kigali. Nous avons décidé que l'on crée Goma Smart City, une cité intelligente, une ville intelligente, du point de vue climatique, du point de vue du tourisme et de l'activité économique, du point de vue de la mobilité, du point de vue de tous les éléments qui donnent de l'intelligence à une ville. Et ce projet était le fruit de l'université. Moi, je ne crois pas aux universités excentrées qui vivent en dehors du temps et de l'espace. Pour moi, une université, c'est un centre de résolution des problèmes, c'est un centre d'innovation. Et ça, c'était le premier cadeau de l'université de Goma à la ville de Goma. Deuxième chose, nous voulions nous emparer du secteur de l'agro-industrie pour être en mesure d'organiser des coopératives professionnelles structurées et être en mesure de convertir le potentiel en véritable réalité de richesse avec des technologies. Ça, c'était l'apport de l'université de Goma auprès de la ville. Parce que vous ne pouvez pas vous enrichir dans le milieu des gens qui sont pauvres, ça n'a aucun sens. Et plus la ville s'enrichissait, plus l'université de Goma allait avoir plus de moyens. Mais je voudrais revenir sur l'université de Goma. Au-delà des bâtiments, parce que les bâtiments c'est une chose, le cadre de vie est très important pour des étudiants, pour qu'ils aient un certain élan, une certaine espérance, mais également une certaine vue de ce qu'est l'excellence. Au-delà des infrastructures, nous avions un plan de réforme du plan d'enseignement, ce qu'on appelle les programmes universitaires. 3 choses. La première, on avait décidé que cette université allait être trilingue, français, anglais et chinois. Et les gens disaient, mais vous êtes très ambitieux. Nous disions, parce que le chinois, c'est la langue de l'avenir. Nous commerçons avec la Chine plus que tout autre pays aujourd'hui. Et si les étudiants de l'université de Goma étaient engagés dans ce programme de 3 langues, le français, l'anglais et le chinois, ils auraient été probablement les premiers étudiants congolais à être en avance sur ce plan. Deuxième chose, on a décidé de créer des filières d'avenir. Les filières d'avenir, c'était l'environnement et le climat, c'était le génie informatique, c'était également tout ce qui était recherche en médecine. Alors quand vous regardez le coronavirus nous frapper aujourd'hui, tu dis, mais en fait, si nous avions mis le centre de recherche en médecine à l'université de Goma en ce moment-là, peut-être que nous aurions été parmi ceux qui inventeraient aujourd'hui le vaccin. En fait, notre objectif était de créer des étudiants de demain et pas des étudiants d'hier. Vous savez, la plupart de diplômes sont obsolètes. Il y a des gens qui ont obtenu un diplôme d'informatique il y a 20 ans. S'ils ne se sont pas mis à niveau, leur diplôme, même si c'était un PhD, il ne vaut absolument rien du tout parce que la science évolue. Notre objectif, c'était de mettre l'université sur un tremplin pour qu'il soit prêt à envoyer les étudiants dans l'avenir. Nous disions qu'au-delà de l'employabilité, nous, on voulait créer des étudiants compétitifs. Tellement compétitifs que les universités environnantes allaient copier l'université de Goma, mais surtout les entreprises devaient être en mesure de se battre pour recruter les étudiants. Et nous avions également l'intention de mettre en place un incubateur et un accélérateur à l'université pour que quand les étudiants les plus méritants sortent de l'université, qu'ils sortent avec leur entreprise. Et très malheureusement, le jour où il vient me dire « Al, je voudrais me présenter comme député », je lui ai dit « Oui, je bénis ta demande parce que je pense que tu pourras aller là où se prennent les décisions ».
mais n'oublie pas l'université de Goma. Et il m'a fait cette promesse. Prof, vous avez oublié l'université de Goma? Non, bon, sur le plan médiatique, non, pas du tout. Mais pas médiatique, en tout cas, ma présence ici montre que je ne l'ai pas oublié. Et régulièrement, on essaie de faire le plaidoyer, même en étant ici. Puis, je garde mes enseignements à l'université de Goma. Donc, mon attache est là, bien qu'étant à l'université de Kinshasa. Mais à Goma, j'y vais et je dois continuer à donner cours et rester en contact avec cette réalité et qui m'a beaucoup apporté aussi. J'ai beaucoup appris à Goma, mais aussi, en fait, Goma est devenue pratiquement notre seconde ville avec Al. Mais justement, ce que je voudrais savoir, lorsque je vous écoute, moi qui vais régulièrement à Goma, je ne sais pas combien de temps vous y avez passé lorsque vous étiez à Goma, mais visiblement, les projets que vous avez mis en place, le rêve que vous aviez ou que vous avez, répond effectivement aux besoins de la ville de Goma. D'où est parti ce sens d'observation pour que vous... Par exemple, quand vous parlez de... Je voudrais savoir un peu ce qu'il en est de Goma Smart City, c'est ça? Exact. C'était quoi votre pensée? C'est vrai, sur le plan environnemental, on voit le parc, on voit le lac, on voit le gaz, on voit le volcan. Ces derniers temps, d'ailleurs, ça défraie la chronique. L'éventualité d'une éruption, ainsi de suite. Dites-nous un peu, cette observation, vous l'avez faite comment, d'ailleurs? J'ai l'avantage d'avoir deux facettes scientifiques. Je suis un ingénieur au départ, je suis un ingénieur civil, je suis un polytechnicien et je suis un économiste. Et donc quand j'arrive dans une ville, j'ai l'éclairage d'un homme aussi intelligent que le recteur Jean-Paul, qui décide de m'amener à des endroits très précis quand je visite Goma. Quand j'ai fini de visiter, mon ordinateur tourne et je lui dis, tiens, tu sais, il y a ce problème, il y a tel autre problème, il y a tel autre problème. Je pense que si nous les tournons d'une autre manière, nous pouvons avoir des réponses fondamentales. Laissez-moi vous dire par exemple une chose, et nous en avons discuté largement lui et moi, c'est la dangerosité du site actuel de la ville de Goma. Nous pensons qu'à un moment donné ou à un autre, il va falloir qu'un gouverneur intelligent et courageux décide du déplacement de la ville de Goma. Ce site est dangereux, il l'a montré à plusieurs reprises. Mais pour se déplacer, il faut avoir un deuxième site et il faut avoir de l'argent pour être en mesure de faire bouger. Et là-dessus, le plan de Smart City, de Goma Smart City, avait prévu une nouvelle ville déjà, ou des nouvelles villes pour être en mesure de faire des vases d'expansion de l'actuelle ville, de la ville traditionnelle. Ça répondait d'abord à cette urgence de la dangerosité de la ville à cause des larves de volcans, mais ça répondait également à la vocation de la ville. Une ville doit avoir une vocation de s'étendre. Et nous pensions justement, en discutant avec le recteur et d'autres personnes au niveau de l'université, que le don pour l'université vis-à-vis de la province et de la ville était quelque chose d'extrêmement important. Mais vous savez, quand vous faites une nouvelle ville, vous ne la faites pas avec des données du passé. Vous réfléchissez à comment on gère les déchets. D'abord, comment on les génère, comment on les gère. Vous réfléchissez à comment on gère l'énergie, vous réfléchissez à comment les gens se déplacent, vous évitez les embouteillages, vous réfléchissez à comment les gens vivent et créent des richesses pour qu'elles soient en mesure d'être partagées. Et donc cette prospérité était au cœur de ce que l'université était en train de penser pour la ville. Je me souviens toujours très bien que du haut de l'estrade, j'exprimais ma frustration auprès du gouverneur qui était dans la salle et je lui disais, monsieur le gouverneur, ce matin, l'eau que j'ai bu venait du Rwanda, le jus venait du Kenya, et je me souviens plus très bien, le thé venait de l'Ouganda. Et j'étais à Goma, je me sentais complètement insulté, monsieur le gouverneur. J'espère que demain, je pourrai prendre ici des biens qui sont produits localement. Il n'est pas acceptable que nous soyons dans une ville aussi riche que Goma, du point de vue de la capacité de production, et que l'on soit en train de vivre des importations des biens de base. Et ce genre de choses nous permettait de pouvoir aider le gouverneur à réfléchir sur comment on fait pour qu'on soit en mesure de créer une prospérité partagée dans une ville comme Goma qui regorgeait une université prestigieuse, une université qui se mettait au cœur de la réflexion stratégique. Et je pense simplement que ce qu'on a dit en ce moment-là et qui n'a pas été fait reste valable aujourd'hui. Professeur, c'est vraiment très bien parce que j'ai vu qu'avec le concours de Al-Kitenge, vous avez mis l'université au service de la communauté. Donc l'intellectuel, l'universitaire au service de la communauté, ce qui est une très bonne chose. Alors maintenant, je voudrais savoir quelle est la place que vous accordiez aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà, parce que maintenant, vous allez peut-être vous faire compléter par Al-Kitenge par après. Maintenant, on voit que les choses se font à distance, des sommets, des conférences, des invitations même au plus haut niveau se font pour assister de manière virtuelle à des conférences. Est-ce que vous y aviez pensé? Et dites-nous quel était votre plan, parce que vous adorez bien évoluer sur base d'un fil conducteur, d'un plan. Quel était votre plan vis-à-vis de nouvelles technologies de l'information et de la communication au niveau de l'université de Goma?
c'était la voie obligée. Et ça le reste d'ailleurs aujourd'hui. Parce que je ne vois pas cette université de Goma de demain, même n'importe quelle autre université, se passer de nouvelles technologies aujourd'hui. Et nous avons eu la chance justement, après avoir lu la proposition du plan stratégique, de voir certaines propositions concrètes. Je ne vais pas aller loin. Al Kiteng nous a dit, maintenant on peut avoir, après avoir numérisé tous les circuits de l'administration, même les finances. Donc le projet prévoyait que, à la minute près, les recteurs ou les services appropriés devaient être au courant de tout ce qui s'est fait au niveau de la banque, au niveau de l'académique, au niveau de l'administration, chaque opération qui s'est faite pour le compte ou par l'université. Ça, c'était prévu. Et il y avait un projet de doter chaque étudiant d'un ordinateur. Donc, chaque étudiant doit avoir un ordinateur. On devait être connecté, de sorte que, quel que soit le lieu où on se trouve, il y avait des lieux et il y avait des plateformes qu'on avait prévues, qui sont prévues d'ailleurs, où on doit accéder, non seulement pour les cours, les échanges entre les enseignants et les étudiants, et l'administration elle-même. S'il y a une communication du doyen ou du recteur, ça passe par cette plateforme. Cela veut dire que quelqu'un peut se retrouver à Massissi, peut se retrouver à Rutshuru, peut se retrouver même à Goma, mais sans être à l'université, ou même au sein de l'université, être en interconnexion avec tous les services et avec tout le monde. Et malheureusement, cela n'a pas pu réussir, mais il va me compléter. On a tenté quand même une expérience qui a réussi, je dirais, mais en demi-teinte. Les ordinateurs. Bon, à un moment donné, on a pensé que c'était cher. Il vous dira comment il avait monté ce plan financier. Il reviendra là-dessus. Mais quelques ordinateurs sont arrivés. Ce n'est qu'après que certains étudiants et même des agents commençaient à dire mais il fallait vraiment qu'on morde sur ce programme. Mais je regrette aussi que ce que nous avions conçu à cette époque ne se réalise aujourd'hui. Et je pense qu'on était un peu plus en avance, peut-être beaucoup plus en avance, parce qu'aujourd'hui, avec le système de cette histoire du coronavirus, on n'aurait pas souffert à l'université de Goma. On aurait eu des cours comme on les fait en Europe ou ailleurs, par visioconférence, si on était déjà interconnectés. Et c'était quelque chose qui était prévu dans les 2 ou 3 ans qui venaient. Voilà, donc on y a pensé, et c'est un projet que lui avait conçu. On a commencé, mais il faut dire qu'il y avait des résistances. Par rapport aux réformes, vous connaissez bien notre pays, peut-être que c'est aussi le moment de le dire, il faut changer de mentalité. Il y a toujours des résistances lorsqu'il y a des innovations à faire ou des réformes à opérer dans des structures, même au sein de l'université. Alors, Al, un projet ambitieux, les ordinateurs pour les étudiants, ainsi de suite. Mais les gens se disent, bon, mais avec quel bagage économique vous savez que pour le moment, la fibre optique n'étant pas très opérationnelle, il fallait acheter du crédit, qui va acheter S-Université, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous aviez comme plan? Je vais vous raconter d'abord un détail. Jean-Paul n'y est pas revenu. À l'époque où je vais à l'université de Goma, ils sont à 2500 ou 3000 étudiants. Et quand nous faisons le plan, on fait le plan à 2 paliers. Le premier palier, 7500 étudiants. Le deuxième palier, 15 000 étudiants. Le troisième palier, 20 000 étudiants. Nous voyons la masse critique dans cette université à 20 000 étudiants. Et quand on dit ça aux gens, les gens nous regardent bizarrement. Je dis, mais en fait, il faut savoir se projeter. J'expliquais en disant, avec 3 000 étudiants, vous avez difficilement la viabilité économique. Mais 5 000 à 7 000 étudiants, ça commence à être bien. 15 000 étudiants, et il faut diversifier les filières pour être en mesure de les avoir. Et donc, il y avait une charge académique à développer. Nous l'avons développée. Et à 20 000 étudiants, vous étiez une grande université avec des grands objectifs, non seulement académiques, mais sportifs, culturels, mais vraiment un creuset de fabrication des intellectuels de demain. Et à l'époque, quand je parle des ordinateurs, les gens disent, mais les ordinateurs coûtent cher. Je dis, mais peut-être que les ordinateurs coûtent cher si vous les achetez en une fois. Si nous les négocions en grand nombre, les prix vont baisser. Et j'ai réussi à contacter des fournisseurs directs. La deuxième des choses, on a travaillé avec une banque qui nous a bien compris, Equity Bank, et qui a accepté un plan de travail simple, où l'étudiant payait $1 chaque jour. Et au bout d'un certain nombre de jours, il a payé son ordinateur. Il y a eu à peine une 50aine d'étudiants qui ont accepté de tenter l'exercice, et ils ont eu leurs ordinateurs. Ah bon? Et ils ont payé $1 chaque jour, $1 chaque jour, et au bout d'un certain nombre de jours, ils ont terminé de payer leurs ordinateurs. Ce qui veut dire qu'en fait, si cette université s'était dotée d'ordinateurs en ce moment-là, il reste la question que vous posez,
c'était celle de l'accessibilité de l'Internet. Oui. Nous avions négocié pour le compte de l'université avec Vodacom pour que des paquets soient offerts globalement sur un Wi-Fi de l'université, mais que les étudiants aient également des petits paquets qu'ils peuvent utiliser le soir quand ils rentrent à la maison. Wow. Et donc, en regardant la reconfiguration de la demande, nous trouvions des solutions. Et c'est à ça que sert un stratège, c'est à ça que sert un consultant. Et merci beaucoup Jean-Paul, il m'a donné l'espace nécessaire pour tout essayer. Et chaque chose qu'on a essayé a réussi. Laissez-moi vous dire une chose. On a organisé ce fundraising à Goma où le gouverneur s'est engagé pour $600 000 chaque année et d'autres notables. Et d'ailleurs, on a même constitué un comité de gouvernance qui était constitué de quelques personnalités locales qui devraient être à la surveillance de l'argent que nous devrions être en mesure de collecter pour être en mesure de travailler. Nous avons fait un deuxième fundraising ici avec les députés, les sénateurs et les notabilités originaires du Nord Kivu qui étaient ici. Je peux vous garantir que n'eût été les lourdeurs politiques, aujourd'hui, en fonds propres, l'université aurait été capable de faire ne serait-ce que le 1/4 des infrastructures nécessaires, ce qui ouvrirait les yeux aux autres personnes capables de pouvoir faire avancer. On a eu juste après ça des Coréens. Et puis, une autre nationalité, je ne me souviens plus très bien, des gens qui se sont intéressés à l'université et qui voulaient travailler avec nous. La turbulence politique, très malheureusement, a un petit peu ralenti les choses et je remercie Jean-Paul de pouvoir continuer à mettre cette affaire sur la table. Nous avons fait passer un dossier au niveau du Parlement et du Sénat pour près de $4 millions qui ont été acceptés, mais il va falloir poursuivre pour que cet argent soit dégagé et que l'université se dote finalement d'infrastructures. Il est anormal que des individus aient des universités plus équipées que l'État. Et nous disons encore une fois, former l'individu, former un homme, c'est former la nation. Et vous voulez qu'un homme ait des références, donnez-lui un cadre de vie normal, donnez-lui un programme d'avenir et vous allez avoir des citoyens compétitifs. Nous, on n'était pas intéressés par l'employabilité des étudiants, on était intéressés par la compétitivité des étudiants. Et je crois simplement qu'il n'y a rien d'impossible. Il n'y a absolument rien d'impossible. Et si on le veut encore aujourd'hui, ce qu'on n'a pas terminé de faire, on peut le continuer, on peut le faire avancer. Vous venez d'entrer pratiquement dans ma tête en affirmant ce que j'étais en train d'imaginer comme question à vous poser. Parce que quand je vous ai posé la question sur la disponibilité de l'Internet et ainsi de suite, je ne savais pas qu'il y avait un plan aussi judicieux que celui-là. Et est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on parle de l'université de Goma, est-ce que vous avez l'impression, parce que les Congolais en soi a comme une certaine impression qu'il a failli et que bon, c'est difficile, ok, j'arrête, je laisse tomber. Mais vous dites qu'il y a la possibilité de voir les choses autrement. Est-ce que vous pouvez affirmer aujourd'hui dans cette émission qu'il est possible de faire ressusciter les choses au regard de la situation et des événements et des prétextes qui interviennent maintenant? Évidemment, et on n'a pas le choix, c'est un devoir de patriotisme qu'on a vis-à-vis de la jeunesse de Goma et du Nord Kivu et de la jeunesse du pays. Je vous disais ici que la vocation de cette université dans la conception du plan stratégique, c'est que ce soit un creuset où les 26 provinces envoient des enfants parce que ça devait être là-bas l'université qui enseigne les sciences du futur. Et c'était également un endroit où nous espérions être en mesure d'aspirer des jeunes gens qui viendraient du Rwanda et qui découvriraient le Congo autrement que la manière dont on le leur présente dans leur pays, des jeunes gens qui viendraient du Burundi et de l'Ouganda pour créer des cadres de la sous-région de demain, des gens qui, se connaissant pour avoir fréquenté la même université, ont la même philosophie et peuvent partager le savoir dans l'amitié et dans l'intégralité de leur savoir-faire. Et je crois simplement que non seulement c'est possible, mais c'est un devoir, il faut le faire. On ne peut pas continuer à conjuguer le futur avec des standards d'hier, ça n'a pas de sens. Je voudrais avoir une petite précision, je ne sais pas si vous y aviez pensé, quand l'université a créé Goma Smart Ville, c'est ça? Smart City. Sur le plan Smart City, sur le plan sécuritaire, qu'est-ce que vous prévoyez? Parce que Goma, maintenant, la gangrène, c'est l'insécurité. Quel est le plan qui était prévu à ce niveau-là? L'intelligence voudrait que quand vous faites une ville, quand vous la mettez à ce qu'on appelle la Smart City, la donnée reste la chose la plus importante. Il n'y a aucune Smart City dans la ville qui n'a pas un système de caméras de surveillance de toute la cité. Et ça devrait être l'élément fondamental qui devrait être en mesure de donner à l'autorité
qui est chargé de la sécurité, les premiers indicateurs de la présence des personnes non désirables. Et comme vous le savez très bien, l'un des pays le plus dur en termes de sécurité, c'est la Chine. Et son outil de base, c'est les caméras. Et aujourd'hui, on appelle ça les Smart CCTV. Ça veut dire les chaînes de télévision statiques, mais intelligentes, capables de vous faire des alertes à temps. Et je crois simplement que si la ville de Goma a été dotée de suffisamment de caméras de surveillance, la délinquance aurait simplement disparu. Et même les gens qui pensent qu'ils peuvent faire des incursions se seraient sentis surveillés. C'est génial, hein, ce que vous aviez pensé, parce que je pouvais mettre un avis pessimiste sur l'électricité qui pourtant... Oh, c'est un problème réglé, ça. C'est vraiment réglé à Goma, mais non, à ce moment-là. D'ailleurs, même avec le solaire, qui était parmi nos stratégies à l'époque, parce que nous, on pensait avoir une ruralité intelligente. Ça veut dire qu'en fait, les villages qui sont autour de Goma devraient être des villages intelligents, connectés à Internet, qui produisent et qui vendent à des coopératives qui, elles, transforment les produits. Nous pensions que Goma devrait sortir de produits made in Goma. Vous comprenez ce que je veux dire? Et nous pensions que Goma, la ville, ne pouvait pas se développer sans développer l'arrière-pays. Et donc la stratégie du Nord Kivu était une stratégie intégrée. Et ça, c'était la production de l'université de Goma. Professeur, vous vous dites vaincu? Parce que moi, quand j'écoute ce que vous avez comme projet, je me dis, ben tiens, pourquoi on n'a pas commencé? Pourquoi on ne commencerait pas demain ou le lendemain? À votre niveau, comme l'a dit M. Kitenge Al, vous êtes arrivé au Parlement. Est-ce que vous pensez, vous êtes déjà parmi dans le rang, dans le giron de décideurs en ce qui concerne l'Assemblée nationale, est-ce que vous en parlez au niveau des commissions dans lesquelles vous êtes appelé à travailler? Absolument. Même en dehors des commissions, il vient de revenir sur un aspect où on a décroché une promesse de financement de plus de 3 millions de dollars. Il y a eu une implication. En fait, j'essaie de sensibiliser toutes les personnes qui peuvent nous aider. La lettre que vous retrouvez d'ailleurs dans le livre a été signée par des sénateurs, des députés nationaux, et il y avait une dame ministre originaire du Nord Kivu, la ministre du Plan, qui a essayé aussi de bouger. Et bref, pour répondre à votre question, j'ai dit, je ne me sens pas vaincu. Au contraire, même en étant ici, parmi les missions que je dois accomplir, c'est celle de pouvoir voir notre rêve sur Goma, le rêve de l'université de Goma se réaliser. Je continue à travailler, je continue à faire un plaidoyer. Évidemment, peut-être qu'on n'a pas besoin de monter sur le toit pour le dire, mais ceux qui me fréquentent, ceux qui sont tout autour de moi, savent que cette université est dans nos cœurs et dans nos préoccupations. Je voudrais juste ajouter, parmi les projets, il y a un projet sur le laboratoire de mycologie. La mycologie, c'est les champignons. Oui. Et c'est quelque chose qui a été conçu au niveau de la faculté d'agronomie. Et on a eu un financement de l'Université catholique de Louvain avec le jardin botanique de Meuse en Belgique. Ils viennent d'envoyer maintenant le matériel à l'Université de Goma. Ça, c'est parmi les projets qu'on avait initiés à cette époque. Pour rendre l'université intelligente et productive. Et voilà. Peut-être que d'ici là, ça pourra commencer un petit laboratoire, mais petit à petit, on verra. Peut-être quand on aura organisé ou on aura réuni le minimum des moyens qu'on attend pour commencer, c'est parmi les choses qu'on pourra encore amplifier. Donc, on n'a pas abandonné, je ne suis pas vaincu. Je continue à croire fermement que cette université est une institution d'avenir, comme Al l'a dit, et nous devons, comme lui et moi d'ailleurs, et en plus de nous deux, il y a d'autres personnes qui aiment bien cette ville, nous devons nous mobiliser pour que ce projet vive, ce projet trouve corps dans ce que nous avons aujourd'hui comme configuration politique, configuration économique. C'est possible. En tout cas, je continue à penser que nous y arriverons tant qu'on est encore animé de cette volonté de pouvoir aider l'université, aider la jeunesse, aider le pays. Et peut-être quelque chose que j'aimerais bien ajouter ici. Je vous en prie. À l'époque, on se disait l'université que nous voulons créer est une université élitiste et de puissance. Et une des choses qui nous a intéressés, c'était l'amélioration au niveau des écoles secondaires. Donc nous avions un plan pour l'université pour renforcer le système d'enseignement à l'école secondaire de sorte que la matière première qui arrive à l'université arrive avec le niveau. Donc l'université de Goma avait un plan d'optimisation des compétences des enseignants mais également des élèves de l'école secondaire. Et ça, c'était une façon intégrée verticale qui nous permettait de pouvoir avoir un impact réel. Parce que ça ne sert à rien d'attendre des étudiants qui arrivent à l'université moyen et espérer que vous en sortirez des étudiants excellents. Et
Et donc c'était une très très bonne vision, et ça c'est venu du professeur Sekiobe à l'époque en disant nous allons avoir un problème avec la matière première qui arrive. Et je lui ai dit on n'aura aucun problème parce que nous allons travailler sur la matière première avant qu'elle arrive ici. Et donc dans notre programme, nous devrions avoir des écoles amies de l'université de Goma qui devraient bénéficier de l'encadrement au niveau des cursus, au niveau de la formation des enseignants et même au niveau des équipements pour que les étudiants qui se préparent là-bas choisissent de manière préférentielle l'université de Goma parce qu'ils ont été en adéquation dès le départ. Voilà plus ou moins l'ensemble des choses que nous faisions à l'époque. Pourquoi pensez-vous, à vous entendre dès le départ, pourquoi pensez-vous que l'université demeure la voie parmi les voies par excellence qui peuvent déboucher vers le développement d'une contrée? Mais c'est ça la mission d'une université. La mission de l'université, c'est de créer en abondance l'intelligence nécessaire à même de donner des solutions aux problèmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une véritable hécatombe de constater que nous avons une université ivre qui est tournée vers le passé, qui ne correspond même plus aux besoins du moment, qui forme des chômeurs. C'est une vraie catastrophe et il faut y donner une solution. Aujourd'hui, moi j'ai eu le privilège de discuter avec l'actuel ministre en charge de l'université ou de l'enseignement supérieur universitaire. Je lui ai dit il faut faire un grand débat sur la question universitaire. Nos universités sont complètement dépassées en grande partie. Les diplômes qui y sont livrés sont le seul contrat que vous avez avec les étudiants. C'est prends ton papier, va te débrouiller. Mais ce n'est pas ça le rôle de l'université. Une université crée des compétences dont l'État a besoin, dont la nation a besoin. Les meilleurs des citoyens sont censés venir des filières de formation. Il doit y avoir une adéquation totale entre les filières de formation, la qualité des formations et les besoins de la cité. Sinon, vous vous retrouvez en situation de consommateur et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons une économie extravertie qui importe même les cure-dents. Il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on se pose des questions. On est arrivé presque au terme de l'émission. Ça passe très vite tellement elle est succulente cette émission. Il reste 5 minutes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui vous suivent, à ces jeunes qui ont suivi ce que vous avez dit, à ceux qui le regrettent, à ceux qui disent pourquoi on n'a pas fait ça? Et quel est le mot d'espoir que vous pouvez dire à l'endroit de cette jeunesse? Moi, je voudrais dire que l'idée d'abord d'avoir une université comme celle que nous rêvons est venue d'une intelligence ou des intelligences. Il y a le bureau de Al Kitenge, il y a peut-être aussi mon cabinet qui m'entourait. Ce sont des intelligences qui se sont mises ensemble pour produire ce qui nous fait rêver aujourd'hui. Je pense, et il vient de le dire, on a besoin des intelligences pour développer le pays. On ne peut pas avoir un développement en marge des intelligences. Et le lieu par excellence où on fabrique, on forme les intelligences, c'est à l'université. Donc je voudrais bien dire à tous les jeunes et à tout le monde qui comptait ou qui compte sur l'université de Goma que cette idée, elle est bien vivante. L'université de Goma, dans sa splendeur, sera bel et bien là. Et je voudrais demander à tout le monde qui peut bien nous aider à pouvoir rendre concrète cette idée, à pouvoir s'associer à nous. Donc les jeunes peuvent évidemment peut-être pas ceux de cette année ou de l'année prochaine, mais quoi qu'il en soit, nous travaillons pour l'avenir. Ils ne doivent pas se décourager. Ce n'est pas le contexte économique, le contexte sécuritaire qui devrait nous empêcher de continuer à réfléchir et d'utiliser les intelligences que nous avons pour produire encore davantage d'intelligence et mieux d'intelligence. Al Kitenge, dernière question. Devrions-nous avoir une foi chrétienne ou scientifique? Moi, je crois en un homme, il s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi. Il a dit de manière assez claire qu'il voudrait créer des millionnaires. Il n'y a pas meilleure manière de créer des millionnaires qu'en leur donnant l'intelligence pour qu'eux créent de manière indéfinie des millionnaires. Vous savez, un seul saut de mouton créerait une belle université à Goma. Et je pense que c'est à notre portée. Si on a fait autant de sauts de mouton ici, oui, ça veut dire qu'en fait, on peut faire des universités à Goma. Et j'en appelle également au gouverneur. Il faut qu'il s'investisse. L'université publique est le premier don universitaire d'une communauté. Et il est important que cette université naisse, qu'elle naisse surtout avec cette vocation de paix et de progrès. Mais de progrès concerté, co-construite et de progrès, comment j'ai envie de dire, intégré, qui prend en charge à la fois les villes, mais également les ruralités. Monsieur, merci beaucoup, distinguée personnalité, de vous être prêté à ces 45 minutes d'échange avec moi. Je pense que je veux vous revoir encore parce que vous avez tellement de choses à dire sur l'Université de Goma, sur la ville de Goma. Des choses contenues dans cet ouvrage, Université de Goma, entre répétition et innovation, mémoire du professeur Jean-Paul Sekiobe Bigira.
Je pense que l'avenir vous dira merci pour ce que vous avez fait pour la République démocratique du Congo. Distingués téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur BSC Télévision et Lengo RDC.